Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Média TV. Ce soir, nous allons parler de droit du travail et du respect des normes et de la législation internationale en matière de protection des travailleurs à l'occasion de la publication par la commission d'experts pour l'application des conventions et des recommandations relevant de l'Organisation internationale du travail de son rapport annuel, le rapport 2022, sur l'application par les États des normes internationales du travail. Dans ce rapport, l'OIT a relevé, pour le cas du Maroc, une non-conformité dans l'application des conventions sur les clauses du travail, notamment dans le domaine des contrats publics. Et pour revenir sur les conclusions de ce dernier rapport et comprendre l'importance du respect des clauses de travail et des conventions internationales en la matière, nous avons le plaisir de recevoir ce soir M. Rachid Filali Meknassi, professeur universitaire, juriste et membre de la commission d'experts de l'Organisation internationale du travail. M. Filali Meknassi, bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Merci de m'avoir invité, c'est un plaisir. Monsieur Filali Meknassi, avant de parler, de faire le zoom sur le Maroc, quelles sont de façon générale les principales conclusions de ce rapport 2022 de l'OIT sur l'application par les États des normes internationales du travail, ce qui ressort principalement? Oui, le rapport de cette année est relativement particulier parce que avec la pandémie, le cycle a été quelque peu perturbé. Il n'y a pas eu la conférence internationale pendant l'année antérieure. Et on avait demandé aux États membres pour l'exercice précédent de compléter les rapports antérieurs en intégrant essentiellement les changements que la pandémie a apportés. Oui. Et donc, en 1920, on a sorti un addendum au rapport antérieur et maintenant, en 21, on reprend le rythme normal, le cycle normal, en prenant en considération cette situation particulière que la pandémie a imposée. Donc, de manière générale, le rapport, le contenu de rapport s'intègre dans les cycles de contrôle et ces cycles ne sont pas les mêmes pour toutes les conventions. Nous avons 12 conventions qui ont une importance particulière, que nous appelons les conventions fondamentales et les conventions prioritaires, pour lesquelles le rythme de contrôle est triennal. Oui. Et nous avons toutes les autres conventions qu'on appelle les conventions techniques pour lesquelles le contrôle est passé de 5 ans à 6 ans. Alors, de manière générale, les choses qui apparaissent, c'est quel usage a été fait des normes internationales dans une période aussi exceptionnelle que celle de la pandémie, notamment quelles pratiques ont développé les États dans le cadre du dialogue social, parce que vous savez que l'Organisation internationale du travail, à la différence de toutes les autres organisations des Nations unies, n'est pas constituée des représentants des gouvernements, mais elle est tripartite, les représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs qui prennent leurs décisions ensemble. Oui. Donc le tripartisme est structurel dans cette organisation. Donc elle vérifie à travers les rapports annuels d'abord quelle a été la collaboration entre ces trois partenaires au niveau national pour faire remonter les commentaires au niveau central et ensuite comment les partenaires se sont adaptés à cette situation qui est exceptionnelle parce qu'elle a un peu paralysé les libertés publiques et donc comment le dialogue social a pu se maintenir avec le confinement, avec les restrictions au débat public, etc. Et donc on a constaté là que malheureusement, les pays où les atteintes à liberté fondamentale étaient presque récurrentes, ils ont saisi l'occasion de la pandémie pour verrouiller un peu plus les champs de dialogue social. En revanche, dans d'autres pays, c'est grâce au dialogue social que des solutions innovantes, appropriées, ont été apportées pour aider les plus pauvres, pour améliorer la santé au travail, etc. Il y a eu beaucoup plus de précarité, des licenciements économiques. J'imagine que ça a dû impacter, bien sûr, les travailleurs en premier. Tout à fait. Ce qui est à la fois original et un peu dramatique, c'est que ce n'est pas une crise dont on voyait l'issue. Donc, l'humanité est rentrée dans cette crise en même temps. Ça n'a jamais eu
même lorsqu'il y avait des guerres, il y avait des zones dans lesquelles il y avait les guerres et des zones qui n'étaient pas touchées. Là, c'est tout le globe qui était touché, avec les relations internationales et les déplacements, la mobilité qui ont été affectés. Et au plan national, même les législations les plus protectrices prévoyaient des règles pour les situations normales. Maintenant, dans les situations anormales, des personnes qui n'ont pas la sécurité sociale, des personnes qui sont en première ligne, et, ceux qui fournissent les soins, ceux qui font de la sécurité, etc. Comment les obliger à être en première ligne? Quelle protection leur apporter? Quelle garantie leur apporter? Ceux également qui vivent toute l'année dans la précarité et avec le confinement, on leur interdit de travailler. Et donc, est-ce que l'entreprise va payer les salaires ou non? Donc, tout cela, c'est des questions qui ne sont réglées ni par les normes internationales du travail, ni par la législation. Et donc, on était intéressé à comprendre comment les différents États ont réagi et ont réglé cela. Voilà. On va être un petit peu pédagogue et didactique parce que c'est une organisation particulière, vous l'avez dit, parce qu'elle relève de l'ONU, mais son mode de fonctionnement est différent. Comment sont élaborés justement les rapports de l'Organisation internationale du travail? Comment travaillent les experts? Comment ils recueillent, ils font la remontée de leurs informations? Alors, le rapport de la commission d'experts est un rapport juridique neutre et on parle, la dénomination de cette commission, c'est la commission d'experts pour l'application des conventions et des recommandations. C'est une commission assez particulière dans l'architecture institutionnelle mondiale parce qu'elle est constituée de 15 à 20 juristes de haut niveau choisis par le conseil d'administration tripartite pour un mandat de 3 ans qui est renouvelable dans un maximum de 5 fois. Et cette commission traite des rapports. On a 2 catégories de publications. On a le rapport annuel dans lequel on publie les observations sur les conventions ratifiées. Et comment on élabore ce rapport? Chaque pays qui ratifie une convention est obligé annuellement, ou pas annuellement, selon le cycle que j'ai mentionné tout à l'heure, d'envoyer un rapport sur son application qui est conforme à un modèle élaboré par le conseil d'administration. Et donc, dans ce rapport, il dit, voilà comment la législation répond aux engagements qu'on a souscrits et voilà comment elle est mise en pratique, et il renforce ça par les statistiques, par les jugements, etc. Et il est obligé de communiquer ce rapport aux organisations des travailleurs et des employeurs les plus représentatifs qui peuvent commenter ce que le gouvernement a déclaré dans son rapport. Donc, on reçoit, nous, à la fois la vision, le rapport du gouvernement et les commentaires qui peuvent être dans le même sens ou critiques à l'égard du rapport du gouvernement, ce qui attire notre attention sur les défaillances possibles. Et il y a un dialogue avec le gouvernement, on lui demande de s'en expliquer. On fait aussi l'analyse des textes qui sont en vigueur et on communique au gouvernement quelle est notre position. On dit, on note aussi bien les progrès, donc on a un langage pour cela, quand nous sommes satisfaits de l'évolution de la législation ou de la pratique, nous disons la Commission note avec intérêt ou note avec satisfaction. En revanche, quand il y a des insuffisances, on emploie également un langage qui est codé. On dit la Commission note avec regret ou déplore ou avec profond regret. Et donc, c'est ces commentaires-là qui ouvrent la voie au débat et incitent les gouvernements à changer leur législation. Il y a aussi du dialogue avec les syndicats. Tout à fait. Tout à fait, parce que en fait, le tripartisme qu'on a dans les structures, on devrait le trouver dans le pays aussi. Et le Maroc a ratifié récemment une convention très importante, la convention 144, sur les relations tripartites, qui oblige le pays à associer les syndicats les plus représentatifs à la fois à l'élaboration de ces rapports, mais aussi à la révision périodique de la liste des ratifications. Tout ce qui concerne les relations du pays avec l'OIT doit être débattu au sein
de ce triumvirat employeurs, travailleurs et gouvernement. Alors, en ce qui concerne le Maroc, pour cette convention, le rapport de 2022, la Commission a notifié ce qu'elle a appelé la non-conformité du cadre juridique marocain avec la Convention sur les clauses de travail pour les contrats publics, principalement. Où réside, M. Filali Meknassi, cette non-conformité et quelles sont les clauses du travail à respecter dans le cadre de ce type de contrat et qui n'ont pas été respectées le cas échéant? En vérité, cette convention, la convention 94, elle est relativement ancienne. Elle date de 1949 et elle a été ratifiée par le Maroc en 1956. Donc on peut s'étonner de savoir pratiquement 60 ans ou 70 ans après sa ratification qu'elle pose encore des problèmes de mise en conformité. L'attention de la Commission a été déjà soulevée à l'occasion du contrôle effectué en 2018. Et il a sorti en 2018 une observation dans laquelle elle relate l'attitude des syndicats et elle rappelle le contenu de la Convention et il dit que le gouvernement marocain devrait veiller à la mise en conformité et il peut solliciter l'assistance technique s'il le souhaite. Déjà donc en 2018. Et si l'observation de cette année a été publiée en ces termes-là, c'est d'abord parce que rien n'a été fait pendant cette période-là. Ensuite, parce que les syndicats, à l'époque c'était la CDT et l'UMT, en 2021, l'UNTM s'est ajouté pour faire le même constat. Et donc c'est beaucoup plus délicat parce que la Commission avait déjà relevé cela et donc elle a la confirmation que rien n'a été fait. Alors, quel est le problème qui est posé? La Convention 94 prescrit au gouvernement d'adopter, soit dans la législation, soit dans la pratique, des mesures qui obligent toutes les entreprises qui travaillent pour le compte de l'État, donc adjudicataires, adjudicatrices des marchés publics ou gestionnaires délégués des services publics, à appliquer aux travailleurs les standards les plus élevés dans le pays. Donc, s'il y a une convention collective, ces entreprises, même si elles ne sont pas parties à cette convention, doivent la respecter. Si il n'y a pas de convention collective et dans un secteur déterminé, il y a des standards courants, il doit, dans ses appels d'offres, dans sa législation, obliger les entreprises à respecter ces standards-là. Ensuite, il doit prescrire dans ses marchés publics ou dans la loi que les entreprises adjudicatrices informent les travailleurs de cette obligation-là et que des mécanismes d'inspection soient mis en place. Voilà, donc... On va donner des exemples, M. Filali Meknassi, pour savoir à quel point c'est important, parce qu'on voit de plus en plus des entreprises de gardiennage ou des entreprises pour la gestion des déchets, des gestionnaires délégués. Et plus, il y a de plus en plus ce genre d'entreprises et qui ont à la faveur d'appels d'offres des contrats. Et les travailleurs, effectivement, pour la majorité, sont dans des situations de précarité, où ils sont payés au SMIC, parfois moins, où ils ne connaissent pas leurs droits, rien pour que les gens comprennent que ça concerne une grande catégorie de travailleurs. Alors, les aspects que vous soulevez là posent déjà un problème sans la Convention. Parce que si une entreprise, qu'elle travaille pour le compte de l'État ou qu'elle travaille pour le compte des particuliers, ne respecte pas la législation de droit commun, le salaire minimum légal, c'est déjà un problème par rapport au respect de l'état de droit avant la question de la redevabilité à l'OIT. Et donc nous avons malheureusement cette situation, notamment dans la sous-traitance et dans la gestion déléguée des services publics. Si on prend, ce n'est pas un secret que des entreprises dites de nettoyage et de gardiennage fleurissent partout et qu'on leur attribue des marchés publics avec des prix qui équivalent généralement au SMIC et parfois moins que le SMIC. Donc si l'État attribue un marché
sans marge bénéficiaire de l'entreprise, c'est qu'il admet implicitement qu'elle ne va pas respecter la législation du travail. Et donc ça pose déjà un problème marocain sans la Convention. Oui. Alors maintenant, la Convention souhaite que les prestations faites pour l'État constitue une locomotive qui tire vers le haut et pas vers le bas. Donc, non seulement les entreprises doivent respecter la législation, ce qui va de soi, ce n'est même pas la peine de l'inscrire dans le marché public, mais ce qu'elles doivent veiller, c'est fixer plus haut. Et donc, pourquoi ? Parce que si elle prend les entreprises les moins disantes, c'est forcément les entreprises qui ne vont pas respecter la loi et qui vont défavoriser les entreprises qui ont une responsabilité sociale. Les entreprises, donc la concurrence va être une concurrence déloyale par rapport aux entreprises de qualité. Et si on voit un peu ce qui se passe au Maroc, si on voit par exemple le travail par intérim, on a une législation qui est tout à fait aux normes internationales, mais dans la pratique, on a plus de 40 000 entreprises qui font de l'intermédiation privée et de l'intérim, alors que légalement, il n'y a que 40 qui ont l'agrément. Et donc, ce sont ces entreprises qui alimentent le marché noir du travail, qui alimentent le dumping social. Et si, en plus de l'alimenter de manière ordinaire, ils l'alimentent au sein de l'État même, là, ça devient vraiment problématique. Et donc, la Convention met le doigt sur ça et dit à l'État, bon, vous vous êtes engagé depuis plus d'un demi-siècle à faire du secteur public la vitrine de la protection sociale. Or, si vous n'avez pas dans votre pratique et dans votre législation des mesures conformes, vous commettez une double faute, une faute juridique de non-conformité, et là, vous êtes redevable à notre égard, mais surtout, vous alimentez le dumping social dans votre pays. Exactement. Alors, il y a eu ce rapport de 2022, mais il y a un rapport chaque année. Quels sont les commentaires qui ont été formulés peut-être dans des rapports précédents concernant le Maroc et qui méritent d'être cités? Globalement et honnêtement, par rapport à beaucoup de pays, le Maroc tient largement ses engagements et a ratifié les conventions les plus importantes. Je parlais tout à l'heure des conventions fondamentales et prioritaires. Elles sont au nombre de 12. À l'appel manque la fameuse convention 87 sur la liberté syndicale, mais qui est dans la pratique largement appliquée. C'est plus un problème de dialogue social qu'autre chose. Et généralement, lorsque les rapports du gouvernement marocain sortent, pendant les dernières années, on a relevé davantage de mentions de progrès. Donc, par exemple, les efforts qui ont été faits pour la lutte contre le travail des enfants, la scolarisation généralisée, également en matière d'égalité et non-discrimination, la haute autorité de lutte contre le trafic des êtres humains, la haute autorité pour l'égalité, le programme égalité dans la fonction publique qui a été élaboré entre le gouvernement et ONU Femmes. Donc, beaucoup de commentaires récents vont dans le sens des progrès. Mais bien entendu, à l'instar de celui-là, dans d'autres domaines, il y a beaucoup de manquements. Là où il me semble que le déficit est important, c'est dans une convention très technique et très difficile à respecter, c'est la Convention sur le travail maritime. Et là, même l'autorité qui doit suivre cela, c'est l'autorité de la marine marchande, qui n'a peut-être pas les ressources humaines et techniques pour ça. Il faut modifier totalement la législation marocaine. Il y a également quelques conventions techniques. Et peut-être là où l'effort doit être fait, c'est lorsque la commission d'experts relève des insuffisances depuis 20 ans ou 30 ans et rien ne s'est produit. Par exemple, sur les conventions sur le travail forcé, il y a une modification de la législation pénitentiaire qui a à faire. Ça fait plus de 20 ans que la Commission le demande. Maintenant, quelles mesures législatives et réglementaires le Maroc doit apporter justement pour garantir le respect de ces clauses pour protéger les travailleurs? Parce qu'il a ratifié la Convention, le Maroc, il a ratifié, mais il doit apporter des modifications dans la loi. Oui,
la constitution de l'organisation oblige les pays qui ratifient à assurer la mise en conformité en droit et dans la pratique. Mais dans sa mise en œuvre, on est très souple parce qu'il y a une diversité des systèmes juridiques. Dans beaucoup de pays, ces questions sont traitées par les conventions collectives, dans d'autres par la loi, dans d'autres par la pratique, etc. Donc, l'organisation et la commission d'experts n'a pas à dire à l'État comment faire. Elle doit lui dire « assure la mise en conformité ». Et donc là, on a des supports qui peuvent assurer cette mise en conformité, le décret sur les marchés publics, la loi sur la gestion déléguée. Mais si leur mise à jour demande du temps, rien n'empêche de commencer déjà dans les marchés publics d'insérer ces clauses-là. Et donc, il suffirait d'une circulaire du chef du gouvernement ou du ministère des Finances qui a la tutelle de tous ces marchés-là, de donner un modèle de clause à insérer et de prévoir des mécanismes de contrôle. La décision peut être prise en 24 heures et assurer la conformité en attendant. Maintenant, en l'absence de ces clauses, les syndicats ou bien les travailleurs n'ont pas peuvent pas faire un recours devant la justice parce qu'il n'y a pas de sanction, ces entreprises ne peuvent pas être sanctionnées, elles ne peuvent pas être épinglées sur cette non-conformité. Et est-ce que les travailleurs ou les syndicats aujourd'hui peuvent défendre et faire valoir leurs droits ? Ça aurait été un mieux sur le plan juridique. Ils ne peuvent pas imposer à une entreprise des obligations qui ne sont prévues dans la loi ni dans le marché public. Donc, ils peuvent agir par la revendication, mais pas agir par la voie du droit. Et comme on l'a dit au début, l'ineffectivité de la loi ne touche pas seulement ce standard supérieur. C'est au niveau du quotidien que les lois du travail ne sont pas respectées par tous. Dernière question, M. Filali Meknassi, il nous reste 1 minute. Je voudrais vous poser une question sur l'impact à moyen et à long terme, justement, pour les travailleurs, mais aussi pour tout le tissu entrepreneurial marocain. Si ces clauses qui sont ratifiées par le Maroc ne sont pas respectées et si cette législation n'est pas adaptée, il y aura ce risque que le marché va être tiré vers le bas. Mais jusqu'où peuvent aller les conséquences si jamais ce n'est pas rattrapé et que les textes ne sont pas revus ? Oui, je crois que la position des syndicats est très claire. La position du patronat ne s'est pas manifestée à ce sujet, mais je sais que l'attitude normale de la CGEM, c'est qu'elle se reconnaît dans les entreprises citoyennes. Et donc, elle, au contraire, pour elle, aller dans cette voie de conformité renforcerait les entreprises formelles, renforcerait la concurrence loyale. Et je ne vois pas ce que l'État a à perdre dans cette mise en conformité. Donc, nous avons là tous les atouts pour engager le processus de progrès sur cette voie-là. Peut-être on n'a pas la baguette magique pour changer la loi et le décret tout de suite, mais il y a des voies progressives pour améliorer les choses et le gouvernement devrait s'engager. Autrement, nous avons déjà 2 observations qui sont publiées. Il y a un risque pour qu'à la 3e fois, la Commission propose à la conférence internationale d'en débattre. Et ça serait dommage que pour quelque chose de détail comme ça, le Maroc soit indiqué du doigt. Dans d'autres secteurs, alors qu'il faut aller sur la même... qu'il a progressé dans d'autres domaines. Monsieur Rachid Filali Meknassi, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes professeur universitaire, juriste et membre de la commission d'experts de l'Organisation internationale du travail. Merci, monsieur. Merci à vous. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV. Très belle soirée.